Voilà, on a vu donc que quand on avait une matrice carrée, on pouvait savoir si elle était inversible ou pas, et même calculer son inverse. Là maintenant, on va faire mieux, on va même déterminer le rang, parce que savoir si c'est inversible ou pas, c'est dire est-ce que le rang est égal à n ou pas. Voilà. Là, c'est plus fin, on va calculer le rang. Non seulement le rang d'une matrice carrée, mais aussi le rang d'une matrice rectangulaire quelconque. Pour ça, bien sûr, il va falloir se ramener au problème de matrice carrée, et ça, c'est les mineurs. Donc, ce qu'on va appeler un mineur de A, on va d'abord définir une sous-matrice carrée, d'accord? Et le mineur sera le déterminant de cette sous-matrice carrée, d'accord? Donc, on va dire un mineur, par extension, de taille K. Donc, on choisit I, une partie des éléments de ligne, finalement, de 1 à M, J, une partie de colonnes, d'accord, de 1 à N, et on veut qu'ils soient de même taille pour ensuite obtenir une matrice carrée. Donc vous faites un choix, d'accord, d'éléments de J ici, d'éléments de I, avec la même taille, et vous regardez la sous-matrice, d'accord, qui va correspondre à ce choix pour I et pour J. D'accord? Okay. Donc c'est le déterminant. Maintenant, vous prenez le mineur, c'est-à-dire le déterminant de cette sous-matrice, c'est-à-dire AIJ pour I appartenant à grand I et J appartenant à grand J, c'est-à-dire une matrice carrée de taille K. D'accord? Vous pouvez calculer combien il y a de mineurs dans une matrice. Il faut prendre, alors de mineurs de taille K, eh ben, il faut prendre K parmi N fois K parmi M. D'accord? Voilà. Et si vous faites la somme de tout ça, vous avez tous les mineurs. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de déterminants en fait à calculer si on en a besoin. Alors, le théorème, il dit que le rang de A, donc de cette matrice rectangulaire, c'est la taille maximale d'un mineur non nul. Voilà. Donc, ça veut dire que vous prenez une matrice, vous cherchez un mineur non nul. À partir du moment où vous avez un mineur non nul, alors vous savez que le rang est supérieur à la taille de ce mineur. Voilà. D'accord. Maintenant, si vous connaissez tous les mineurs, et vous pouvez voir quel est le max non nul, et là vous avez le rang. Voilà. C'est moins efficace que la méthode du pivot de Gauss pour avoir le rang, c'est évident. Je ne suis pas en train de donner une méthode efficace pour calculer le rang. Mais c'est un objet théorique qui va avoir son importance par la suite. Alors, regardons, on va appeler petit m le max de la taille des mineurs non nuls, d'accord? Et on veut montrer que R est égal à M, d'accord? R, c'est le rang. D'abord, M est un fait, donc on va montrer ça par double inégalité, M inférieur à R, M supérieur à R. M inférieur à R, il suffit de démontrer que dès qu'on a un mineur non nul, alors le mineur est de taille inférieure à R. Comme ça, ce sera le cas particulier pour le max. D'accord? Donc, on choisit un mineur non nul qui va correspondre à J des colonnes J, à ce mineur non nul. D'accord? Et j'affirme que les colonnes, c'est J, pour J dans grand J, ça forme une partie libre. Une partie libre dans im de A. Évidemment, vous savez que les colonnes engendrent im de A. Donc quand on prend une sous-partie, une sous-famille des colonnes, ça va être une sous-famille de im de A, et que c'est libre dedans. Alors pourquoi c'est libre? On résout cette équation en lambda j, donc la combinaison linéaire nulle, et en fait, quand on va écrire le système, ça va être un système à j inconnu et les lambda j et combien d'équations? M équations. Mais on va regarder ce système uniquement pour la sous-famille I d'équations, qui correspond à I, où le mineur c'est delta IJ, d'accord? Correspond à I ici et J là, d'accord? Pourquoi? Parce que comme ça va être un système carré, et ça va être un système de Cramer, parce que
delta est différent de 0. Donc on sait qu'un système de Cramer, ben, il va avoir une seule solution, hein, ça, on l'a vu, et ben cette solution, la solution nulle marche, donc c'est la seule. Donc ici, on a bien lambda j égale 0, donc le système est libre, et comme une famille libre est plus petite que la dimension, de taille plus petite que la dimension, et ben le cardinal de j est inférieur à r, et donc la taille k est inférieure à r. Voilà, et donc en particulier m est inférieur à r. Donc maintenant, on va montrer que R est inférieur à M. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il va falloir trouver un mineur non nul de taille R. Et après, ça voudra dire évidemment que le max il sera supérieur à R. Alors regardez, eh ben, je vous rappelle donc que C1, Cn engendre im de A, d'accord? Mais comme c'est une famille génératrice, eh ben, on peut appliquer le théorème de la base extraite. Le théorème de la base extraite, il va nous dire qu'on peut trouver une famille, d'accord, im de A est de dimension R. Hein, donc on peut trouver une famille à R éléments, donc R colonnes, qui engendre im de A, donc qui forme une base. Donc ici, on va avoir ici une base, donc une famille de rang R. Donc là, c'est une famille maintenant à R éléments de rang R, et quitte à inverser les colonnes, ce qui n'a aucune incidence sur le rang, je peux me ramener au cas où ce sont les R premières colonnes. Donc maintenant, j'ai mes R premières colonnes, et donc je sais que mon mineur, il va falloir le choisir là-dedans. Maintenant, c'est pas fini, parce que c'est R colonne, d'accord, il y a quand même encore M lignes, donc on n'a pas encore trouvé le mineur. Mais oui, mais on va transposer, et le rang est fixé par la transposée, donc on a toujours le même rang, hein, d'accord, et donc, maintenant, on va avoir une matrice comme ça à R lignes et M colonnes. Et ici, bah, encore théorème de la base extraite, je vais pouvoir trouver une famille alors de ces nouvelles colonnes qui étaient les lignes avant. Hein, c'était les lignes, c'est devenu les colonnes. Et ces nouvelles colonnes, je vais pouvoir en extraire R. Donc maintenant, ça y est, j'ai une matrice RR qui est inversible et j'ai plus qu'à la retransposer et pour constater que c'est bien une sous-matrice de A. Et le mineur correspondant est non nul, puisque c'est une sous-matrice RR qui engendre un sous-espace de dimension R d'après la construction. Voilà. Voilà, le déterminant qui partait en quelque sorte pour être un objet vectoriel et surtout associé aux endomorphismes ou aux matrices carrées, on a vu qu'il pouvait aller vers, déjà, tout en restant dans le vectoriel, vers les applications linéaires, les matrices rectangulaires, grâce au mineur, et là maintenant on va voir l'incursion dans l'affine, et même l'affine avec des structures euclidiennes, etc. Donc on va chercher l'équation du plan affine hein, de R3, passant par M0, d'accord, donc le point x0, y0, z0, de direction U et U', d'accord, dont on a donné les coordonnées. Bon, bah, tout simplement, le plan, c'est l'ensemble des points M, tels que le vecteur AM, U et U'. Ça fait donc bien 3 vecteurs dans l'espace de dimension 3, d'accord, et on veut qu'ils soient liés, d'accord. Donc, évidemment, cette contrainte de liaison bah, se dit naturellement avec un déterminant, et c'est là où je vous disais que le déterminant est lié aux équations cartésiennes, parce qu'on va obtenir l'équation cartésienne, c'est l'ensemble des x, y, z, d'accord, dans R3, tel que, ben voilà, x moins x0, y moins y0, z moins z0, et là, a, b, c, a', b', c', et ça égale 0, d'accord, voilà. Donc c'est, et ça vous développez ce déterminant, bon, par rapport à une colonne ou quoi, et vous allez obtenir l'équation cartésienne hein, du plan. On veut, par exemple, la droite de R2 passant par 2 points du plan,
M1, M2. Alors les points, c'est x1, y1, x2, y2. Et bien regardez, j'affirme que c'est cette équation-là. En effet, ça va nous donner effectivement une équation. Le fait que x1, y1 et x2, y2 soient distincts, d'accord? Ils sont distincts. Ça va faire que ces deux colonnes vont être libres. Et donc ça va être de rang 2. Et on voit que cette équation n'est pas nulle. D'accord? Parce que, voilà, quoi, parce que ça va être de rang 2. Hein, d'accord? Et cette équation, ça ne va pas être 0 égale 0. Bon. Donc ça va être vraiment... donc on vérifie hein, ici qu'il va y avoir des vrais coefficients en x et en y. En tout cas, ou en y, je devrais dire. Voilà. Maintenant, c'est donc une équation de droite, d'accord, de droite affine, d'accord. Et maintenant, si vous remplacez xy par x1, y1, ben ça fait 0, parce que vous avez répétition de colonnes, et donc, ben, ça veut dire que la droite passe par M1. Et pareil, elle passe par M2. Et comme il y a une unique droite qui passe par M1 et par M2, c'est l'équation cherchée. Voilà, on peut faire pareil avec plein de choses. Et donc je vais vous montrer qu'on peut faire pareil avec des cercles. Alors on cherche le cercle de R2 passant par 3 points donnés. Alors attention, on va... D'accord, hein, il faut que ces 3 points-là soient bien distincts. D'accord. Et à partir du moment où ils sont distincts, ça va former un triangle. Et on sait alors qu'il y a un unique cercle, hein, si M1, M2, M3 sont deux êtres distincts, hein, on sait qu'il y a un unique cercle qui passe par M1, M2, M3. Et en voici l'équation. D'accord? Donc ici, j'ai mis les vecteurs 1, x1, y1 et x1 carré plus y1 carré. Et là, pareil pour le M2, pareil pour M3 et pareil pour le point générique. Donc, le cercle, ça va être l'ensemble des xy qui vérifie cette équation. Pourquoi c'est vrai? Eh bien, d'abord, ça c'est une équation, c'est vraiment une équation de cercle. Parce que il y a un terme en x2 plus y2. Ça, vous voyez en développant par rapport à cette colonne, d'accord, que le coefficient en x2 plus y2, c'est ça. Et c'est pas difficile de voir que c'est non nul. Et donc, c'est vraiment une équation de cercle parce que les autres termes sont en x, y et les termes constants. Voilà. Donc, c'est une équation de cercle. Ensuite, ça passe bien par M1, M2, M3, comme tout à l'heure, parce que quand on remplace xy par x1, y1, eh ben, on va avoir répétition des colonnes, donc ça va faire 0. D'accord? Et là, c'est terminé par unicité hein, du cercle qui passe par 3 points. Après, on peut faire ça avec des coniques, etc. Donc, dès que vous voulez une équation cartésienne correspondant à une contrainte, parce qu'ici, c'était quand même un hyperplan affine, d'accord? Donc, une seule contrainte, alors vous pouvez le dire avec un... Vous pouvez directement le dire avec un déterminant. Je le savais, ça lui fera passer les lages. Tiens, le voilà ton mire liquide, et pour tes lages, je redescends. Mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. Mais Georges, ça fait aussi les lainages.